Salut, je m'appelle Nat et la vidéo que tu t'apprêtes à regarder est l'un de mes cours de DCG-DSCG. Ce cours, c'est l'essentiel de ce que tu dois savoir en étant le plus synthétique possible, en vulgarisant et en expliquant chaque concept. Le but, c'est que tu comprennes le cours avant de l'apprendre. Cette vidéo est extraite de mon contenu de formation. J'ai lancé une plateforme destinée à tous ceux qui passent le DCG, DSCG, qui sont en Master CCA, ou même qui veulent approfondir leurs connaissances sur la compta, le droit, la finance, le management, l'économie et le SIG. À chaque UE correspond une formation. Cette vidéo que tu vas regarder, elle est gratuite. Tu peux la visionner autant de fois que tu veux, tu peux même la télécharger. Mais si tu veux aller plus loin et t'investir encore plus dans la réussite de ton diplôme, rejoins-moi. En accédant à une formation, déjà tu me soutiens et tu m'encourages à poursuivre dans cette mission pour laquelle j'ai démissionné de mon poste en tant que chef comptable dans un cabinet. Et surtout, tu n'as pas juste accès aux vidéos du cours, ça c'est la partie gratuite. Tu l'as aussi en format audio et en PDF. Mais le plus important, c'est que tu as la possibilité d'interagir directement avec moi. Pour me poser tes questions sur un cours, quelque chose que tu n'as pas bien compris, ou dont tu voudrais juste t'assurer avoir bien compris, pour approfondir un sujet, une digression, un point sur lequel je suis passé un peu vite peut-être, pour corriger avec toi un exercice que tu n'arrives pas à réussir, une correction que tu ne comprends pas ou dont tu doutes de l'exactitude. Parce que oui, c'est quand même rare, mais ça peut arriver qu'il y ait une erreur dans la correction. Et même pour aborder des sujets hors du cours. Comment on prépare une UE? Comment elle se déroule? Quelle stratégie adopter pour réussir le diplôme? Combien de temps y consacrer? Et justement, comment en gagner du temps? Pour faire simple, je te propose de m'avoir comme ton prof particulier, mais aussi comme ton coach, voire même ton mentor pour la réussite de tes examens. On est au tout début de l'aventure. Il y a encore plein de choses qui vont arriver sur ces formations, notamment des fiches de révision. Et tu l'as compris, chaque formation va s'améliorer avec le temps et les gens qui la rejoignent. Parce que c'est ça la beauté du projet, te mettre à disposition un produit toujours plus complet avec lequel tu vas pouvoir interagir pour trouver la valeur dont toi tu as besoin pour acquérir le diplôme. Aujourd'hui, une formation coûte 19,90 €. Ça ne va pas rester ce prix-là. Au fur et à mesure des personnes inscrites, je vais augmenter progressivement le prix. C'est normal, plus il y a de personnes, plus le contenu s'améliore vite. Et si aujourd'hui, tu t'apprêtes à regarder la version 1 du cours, dis-toi que sur ma plateforme, non seulement je serai avec toi, mais je vais te donner la version 2, 3, 4 et des vidéos complémentaires que tu ne trouveras pas sur YouTube. Va voir sur le site, il y a déjà plein d'UE. Mais encore une fois, on n'est qu'au tout début et au meilleur prix que tu puisses avoir pour rentrer dans la formation. Et comme l'accès est à vie, peut-être que si tu prévois de passer d'autres UE l'année prochaine ou dans les années à venir, il peut être intéressant pour toi d'acheter dès maintenant les formations à ces UE avant que le prix n'augmente. La valeur de ma formation est d'interagir, de trouver les réponses à tes questions, les solutions à tes problèmes. Et ça, en illimité. Je ne te consacre pas juste 1 heure avant de passer au prochain élève. Tu as accès à moi en illimité. Alors si tu veux m'avoir comme ton prof particulier pour un prix imbattable, clique sur le premier lien en description pour qu'on réussisse ensemble ton DCG-DSCG. Et surtout, abonne-toi et active la cloche car d'autres cours vont arriver très bientôt. Et voici maintenant pour toi la vidéo. Chapitre 36, le régime juridique des groupes. Un groupe, c'est un ensemble de sociétés où une société mère contrôle une ou plusieurs sociétés filles.
la nomination d'un commissaire aux comptes pour vérifier les comptes de la mère devient obligatoire si le groupe il atteint au moins 2 des 3 seuils suivants. Un chiffre d'affaires d'au moins 8 millions d'euros au niveau du groupe, un bilan au niveau du groupe qui fait au moins 4 millions d'euros et un groupe qui a au moins 250 salariés. Par exemple, si ton groupe il génère 8 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie 250 personnes, ta société mère, elle doit avoir un commissaire aux comptes, même si le bilan du groupe il reste en dessous de 4 millions d'euros. Il faut 2 des 3 seuils. Mais c'est pas tout. Les sociétés filles ne sont pas épargnées. La fille, elle doit avoir un commissaire aux comptes si elle atteint au moins 2 des 3 seuils suivants, un chiffre d'affaires d'au moins 4 millions d'euros, un bilan d'au moins 2 millions d'euros ou au moins 25 salariés. Alors la consolidation, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à additionner le bilan et le compte de résultat des sociétés d'un même groupe pour obtenir un bilan consolidé et un compte de résultat consolidé. En réalité, il y a plein de subtilités quand on fait ça, mais c'est étudié dans l'UE4. En résumé, la consolidation, c'est un assemblage de sociétés. Généralement, la règle d'or, elle est de consolider dès qu'une société elle exerce un contrôle exclusif, conjoint, ou une influence notable sur une autre. Ça aussi, on voit ça dans l'UE4. En d'autres termes, si la société noire, elle détient 60% de la société blanc, une consolidation s'impose, plaçant noir en tant que mère et blanc en tant que fille. Par contre, il y a 3 cas où la consolidation n'est pas obligatoire. Quand le groupe est un petit groupe, le groupe n'atteint pas au moins 2 des 3 critères suivants, un chiffre d'affaires de moins de 48 millions d'euros, un bilan de moins de 24 millions d'euros ou moins de 250 salariés. Ou alors quand il n'y a pas un grand intérêt à consolider. Si la société blanc, c'est une petite SCI ne valant que 1000 euros, on dit qu'elle est négligeable et on peut se permettre de ne pas la consolider. Et si la mère est elle-même consolidée par une mère. Donc dans ce cas-là, on doit consolider toute la famille d'un coup. C'est-à-dire que si noir, elle détient blanc, et qu'elle est elle-même détenue par noir absolu. Donc noir c'est la mère, blanc c'est la fille, et noir absolu c'est la mère de la mère. Dans ce cas-là, pas besoin de consolider noir et blanc ensemble. Par contre, il va falloir consolider noir absolu comme étant la mère, noir comme étant la fille, et blanc comme étant la fille. Tu as un schéma dans la description qui précise tout ça. Une fois la consolidation faite, le groupe établit des comptes sociaux consolidés ainsi qu'un rapport consolidé de gestion, en plus des comptes sociaux et du rapport de gestion de chaque société. Ces comptes ils sont certifiés par un expert comptable et puis, si nécessaire, ils sont approuvés par un commissaire aux comptes. Ils sont donnés aux associés et publiés. C'est exactement comme les comptes sociaux. Donc en résumé, les comptes sociaux des filles sont, comme d'habitude, établis et certifiés par un expert comptable, approuvés par un commissaire aux comptes s'il y a besoin, communiqués aux associés et publiés. Et il y a aussi les comptes sociaux consolidés qui sont établis et certifiés par un expert comptable, approuvés par un commissaire aux comptes si besoin, communiqués aux associés et publiés. Un dernier point, lorsque l'une des filles elle traverse une période difficile, telle que la sauvegarde, le redressement ou la liquidation. Ça, c'est des sujets qu'on voit dans un prochain cours. Ça n'affecte généralement pas les autres sociétés du groupe, sauf dans deux situations particulières. Soit un patrimoine fictif ou confondu, c'est lorsque le patrimoine de la fille est en réalité celui d'une autre société, soit quand la mère est une dirigeante de fait. Ça, c'est lorsque la mère, elle dirige la fille. Dans ce cas, elle doit payer une partie des dettes. L'intérêt majeur d'un groupe, c'est de bénéficier du régime mère-fille. Ce régime, il permet à une mère de ne pas payer d'impôts sur les dividendes, les bénéfices distribués de sa fille. Alors, on va voir un exemple pour comprendre. Prenons une société fille détenue à 100% par une société mère. La fille, elle fait un bénéfice de 1000 euros. Elle est imposée à 25% dessus. Donc elle fait 250 euros d'impôts.
Ça fait 750 € de bénéfices net d'impôts qu'elle peut donner en dividende. Ce qu'elle fait. La mère, elle reçoit 100% du dividende, comme elle détient 100% de la fille. Donc elle reçoit 750 €. Elle doit elle aussi payer 25% d'impôts dessus. Ça fait 187,50 €. Il lui reste donc 562,50 €. Donc résultat, pour un bénéfice de la fille de 1000 €, la mère, elle gagne dans sa poche 562,50 €. Et elles ont payé au total 437,50 € d'impôts. Et bien pour éviter de payer trop d'impôts, la mère et la fille, elles optent pour le régime mère-fille. Et hop, la mère ne paye plus d'impôts sur les dividendes. En échange, elle doit réintégrer une quote-part pour frais et charges de 5%, 1% si c'est une intégration fiscale. Ça veut dire qu'elle doit rajouter l'équivalent de 5% ou 1 euro, ou 1%, donc à l'intégration fiscale. Donc elle doit réintégrer ce pourcentage du dividende dans son résultat imposable. En résumé, avec le régime mère-fille, le dividende que la mère reçoit, il n'est pas imposé. Par contre, il faut imposer l'équivalent de 5% du dividende, ou alors l'équivalent de 1% du dividende si on fait une intégration fiscale. Donc ça revient à dire que le dividende, il est exonéré à 95% d'impôts, ou alors à 1%. Exonéré d'impôts à 95%. C'est plutôt comme ça que la phrase doit être dite. Alors l'intégration fiscale, qu'est-ce que c'est? C'est une option à laquelle un groupe peut souscrire auprès des impôts si la mère contrôle au moins 95% de la fille. On va en parler un peu plus tard. Bon, pour bien comprendre, on va continuer notre exemple. Avec le régime mère-fille, la fille, elle paye toujours 250 € d'impôts. Ça bouge pas. Elle distribue donc toujours 750 € de dividendes à la mère. C'est du côté de la mère que ça change. En effet, cette fois, si elle ne paye pas d'impôt sur les dividendes, enfin, elle ne paye pas d'ailleurs, elle ne paye pas d'impôt sur les dividendes, elle paye 0 €. Mais en fait, elle va pas payer d'impôt sur les dividendes, mais elle va payer de l'impôt sur un truc qu'on appelle la quote-part de frais et charges, qui équivaut à 5% du dividende. Donc ça fait 37,50 centimes. Et 37,50 centimes, avec un impôt à 25%, ça fait 9,38 € d'impôt. Donc, résultat, pour un bénéfice de la fille de 1000 €, la mère, elle gagne 750 €. La mère, elle déclare 37,50 €, 37,50 € de quote-part de frais et charges et paye 9,38 € d'impôt dessus. Donc la mère et la fille, elles ont payé 259,38 € d'impôt au total. Dernier exemple, avec le régime mère-fille et l'option de l'intégration fiscale. Rien ne bouge pour la fille, elle paye toujours 250 € d'impôt, elle distribue toujours 750 € de dividendes à la mère. La mère, elle ne paye pas d'impôt sur les dividendes, mais sur une quote-part de frais et charges de 1% du dividende qu'elle a reçu, ce qui fait 7,50 €. Ça lui fait 1,88 € d'impôt. Résultat, pour le bénéfice de la fille de 1000 €, la mère, elle gagne 750 €. Elle déclare 7,50 € de quote-part de frais et charges. Elle paye 1,88 € d'impôt dessus. Ce qui fait qu'au global, la mère et la fille, elles ont payé 251,88 € d'impôt au total. Tu vas voir dans la description le tableau avec ces 3 exemples. Comme ça, tout va bien être clair. S'il faut, des fois avec un tableau, c'est un peu plus clair. Alors attention quand même, parce que la quote-part pour frais et charges, c'est une réintégration fiscale qui ne sert qu'à calculer l'impôt à payer dessus. On ne la prend pas en compte pour calculer le résultat net d'impôt chez la mère. Ça n'a rien de comptable, c'est juste quelque chose de fiscal. Utiliser le régime mère-fille, ça permet d'économiser de l'argent. Après, encore faut-il en avoir droit. Pour bénéficier de ce régime, le groupe, il doit réunir 4 conditions. Les sociétés sont soumises à l'IS, la mère détient les titres de la fille en pleine propriété ou en nue propriété. Donc en résumé, la mère est vraiment la propriétaire des titres de la fille, ce n'est pas toujours le cas. La mère détient au moins 5% des titres de la fille et la mère détient les titres de la fille depuis au moins 2 ans.
l'intégration fiscale, elle est encore plus intéressante. Son but, c'est d'additionner les résultats de toutes les filles aux résultats de la mère pour en faire un seul gros résultat. Ça permet deux choses. D'abord, on peut compenser les bénéfices de l'une avec les pertes de l'autre. Par exemple, si la mère fait 1 000 € de bénéfices et la fille 1 000 € de pertes, on arrive à un résultat de 0 € et donc pas d'impôt à payer. Et la mère paye l'impôt pour tout le monde, donc pas besoin de faire un virement aux impôts pour chaque société. Attention, si l'intégration fiscale permet de compenser les bénéfices de l'une avec les pertes de l'autre, c'est uniquement à partir du moment où on déclenche l'intégration. Ça veut dire que les pertes qui datent d'avant l'intégration ne pourront pas venir compenser les bénéfices. Pour bien comprendre, voici une mise en situation détaillée. La fille, elle fait 1 000 € de pertes en 2023. Elle a donc un déficit reportable de 1 000 € qui viendra compenser ses bénéfices futurs. En 2024, débute l'intégration fiscale avec la mère. En 2024, la fille fait un déficit de 200 €. Elle a donc un déficit reportable de 1 200 € au total. En 2024, la mère fait 1 000 € de bénéfices. Comme les sociétés sont intégrées fiscalement, la mère utilise les 200 € de déficit de la fille pour réduire son bénéfice à 800 €. Mais elle ne peut pas utiliser le déficit de 1 000 € de 2023. Ce qui a existé avant l'intégration fiscale reste en dehors de l'intégration fiscale. Ainsi, si dans le futur la fille n'est plus intégrée fiscalement, elle pourra utiliser ces 1 000 € de déficit antérieurs pour compenser les bénéfices futurs, mais seulement les siens, jamais ceux du groupe. Pour pouvoir faire une intégration fiscale, il faut respecter 4 conditions. Les sociétés sont soumises à l'IS, les sociétés clôturent à la même date, par exemple le 31 décembre. La mère détient au moins 95% des titres de la fille et la mère n'est pas elle-même détenue à au moins 95% par une autre société. Toute société qui a plus de 11 salariés doit constituer un comité social économique, un CSE. Le CSE, il sert à représenter les salariés en améliorant leurs conditions de travail. Par exemple, en négociant des avantages sociaux et culturels comme des places de cinéma. Lorsqu'il y a un groupe, il faut réunir un comité de groupe qui est constitué d'élus du CSE, de la mère et des filles. Le comité de groupe, il centralise les activités du CSE. Par exemple, si le CSE d'une fille donne des places de cinéma et que le CSE de la mère donne des places à la salle de sport, eh bien, tout ça est centralisé dans le comité de groupe qui accorde à tous les salariés du groupe des places de cinéma et des places de salle de sport. Le comité de groupe européen, c'est un comité de groupe pour un groupe à dimension européenne. Il est obligatoire pour les entreprises de plus de 1000 salariés, dont au moins 150 le sont dans 2 États membres de l'Union européenne. Les entreprises avec plus de 11 salariés doivent avoir un comité social économique. Ce comité, il est là pour donner une voix aux employés. Il négocie pour eux des avantages sociaux et culturels tels que les places de cinéma. Merci d'avoir regardé ce cours. J'espère qu'il t'a été utile et qu'il t'aide dans la préparation de ton examen. Pour aller plus loin et t'investir encore plus dans la réussite de ton diplôme, ma formation est disponible au meilleur prix. Alors rejoins-moi pour qu'on réussisse ensemble ton DCG DSCG.